au bureau des livres. Johnson. Just go back, bitch. Got a theory, could be Bonnie. You never say thank C'est pas faux. you. That's what the money is for. C'est bon, Loulou? Winter is flamenco. The danger. I am the one who knocks. I think A that I damn may fine be cup of coffee. the voice of my generation. Suit up. Bonjour et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui analyse et décortique vos séries préférées. Je m'appelle Marie Telling et à mes côtés se trouve ma proton à moi, Anaïs Bordage. J'ai cru que t'allais dire genre c'est trop mon plus gros problème. Salut, moi c'est Anaïs et je n'ai qu'un seul corps, mais j'ai beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, on vous parle de physique quantique, du paradoxe de Fermi, de révolution culturelle chinoise, de réalité virtuelle et d'aliens. Tout un programme et plus précisément celui du Problème à trois corps, la nouvelle série des créateurs de Game of Thrones, adaptée d'une trilogie de romans de science-fiction chinois. Comment cette histoire, réputée inadaptable, a-t-elle été portée à l'écran ? Peut-on aimer la série si on était nul en physique-chimie ? Vraiment, c'est pas pour un ami. Et qu'est-ce qu'on ferait si on apprenait que des aliens étaient en route pour nous exterminer ? On vous dit tout dans cet épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine. Anaïs, c'est quoi ton pic ? Mon pic, c'est les Pickies, c'est vous qui nous écoutez. Je suis super contente parce que déjà, on a fait une rencontre très récemment à Bordeaux pour parler d'Harry Potter et vous étiez très nombreux et nombreuses à venir nous parler après l'enregistrement, c'était trop cool. Et j'étais aussi juste après à Brive pour le festival du moyen-métrage et j'ai croisé plusieurs personnes qui sont venues me parler pour me dire qu'elles écoutaient PIC TV et Amis et qu'elles aimaient beaucoup les podcasts. Et vraiment, n'arrêtez pas de faire ça fait trop plaisir. Moi, ça m'arrive jamais. Ça a dû m'arriver 2 fois, toi, ça t'arrive tout le temps. Ça doit être parce que j'ai trop de cheveux blancs, les gens me reconnaissent. Moi, je suis non identifiable, apparemment. Donc, allez embêter Marie, maintenant. Mais non, vraiment, merci beaucoup de venir nous parler, de nous écouter et voilà, de nous montrer que vous existez en vrai. Et toi, Marie, c'est quoi ton pic ? C'est Lagos, qui est un livre de non-fiction écrit par Nadia Dam, qui parle de sa relation avec sa fille, qu'elle a élevée seule. Elle a été séparée du père alors que sa fille était très jeune, et puis le père est mort plus tard aussi. Je suis probablement le public le plus cible possible pour ce livre, c'est-à-dire que j'ai été élevée seule par ma mère, on a une relation très fusionnelle, je reconnaissais beaucoup de dynamique dans ce qu'elle décrivait, mais franchement c'est un livre qui se lit assez vite parce qu'il est plutôt court, c'est bien écrit, c'est drôle, c'est très émouvant par moments, j'étais en larmes à la fin quand je l'ai refermé. Je le recommande un peu à tout le monde honnêtement parce que c'est un très beau livre aussi bien sur la maternité, mais aussi l'adolescence, les relations mère-fille. Vraiment, c'est très très cool. Aujourd'hui, on vous parle du Problème à trois corps, qui est une série diffusée sur Netflix depuis le 21 mars et qui est adaptée de la trilogie de l'auteur chinois Liu Cixin, qui a reçu le prix Hugo, qui est le prix le plus connu pour les livres de science-fiction et qui est devenu culte depuis sa sortie en 2008 en Chine et sa sortie en 2016 en France. C'est même un livre au sujet duquel Obama avait écrit, donc ça avait pris encore plus d'ampleur à ce moment-là. Un petit disclaimer avant qu'on passe à la suite, ni toi ni moi n'avons lu les livres. Alors moi, j'ai lu une grosse partie du premier livre. Ah, ça y est. Quasiment la moitié, donc c'est pas non plus avant énorme, d'avoir mais vu la série, mais du coup, depuis, quoi. J'avais commencé avant de voir la série, je m'étais arrêtée et puis j'ai lu une centaine de pages de plus après la série. Il faut savoir qu'il y a une adaptation chinoise qui est sortie en 2023, qui est aussi une série. Les 2 premiers épisodes sont disponibles sur YouTube d'ailleurs. Mais celle dont on parle aujourd'hui, c'est l'adaptation Netflix qui est signée par D.B. Weiss et David Benioff. Si vous reconnaissez ces noms, ça n'est pas pour rien. C'était les créateurs de Game of Thrones. Et aussi par Alexander Wu, qui a notamment bossé avant sur True Blood et The Terror, qui est une série que t'aimes beaucoup, si je me souviens bien. Oui, c'est une mini-série, une série d'anthologie horrifique qui était disponible sur Amazon Prime. Et la première saison notamment était géniale parce que ça parle d'un bateau naufragé. Donc c'est ta passion. Voilà, mon sujet préféré. Alors, c'est des livres de science-fiction, ce qu'on appelle de hard science-fiction. C'est de la science-fiction qui est vraiment basée sur la science. Les maths. Sur les maths et la science, voilà, et la physique en l'occurrence. Et l'auteur des livres a d'ailleurs été un ingénieur en informatique. Donc, il a un background en sciences et ça se sent dans toute cette œuvre. C'est des livres qui sont réputés, un peu pour cette raison, mais pas seulement inadaptables. Et pourtant, maintenant, ils ont été adaptés 2 fois. Mais c'est vrai que l'histoire est assez riche. Alors, Anaïs, un défi pour toi. Tu vas devoir résumer l'intrigue, en tout cas de la première saison du Problème à trois corps,
en 30 secondes. Oh là là. Alors, déjà, mon disclaimer à moi, c'est que j'ai fait un bac L. Donc, soyez patients. Il se passe plein de choses. Déjà, il faut savoir ça. Ça se déroule dans plusieurs temporalités. Ok, pour faire très vite, la saison 1, ça commence pendant la révolution culturelle en Chine, dans les années 60, période de grande violence et de répression, anti-intellectuelle notamment. Et il y a une jeune fille au milieu de tout ça qui subit un peu la violence de la révolution culturelle, qui décide d'envoyer un message aux aliens pour leur dire « Venez nous détruire », en gros, parce que la vie, c'est vraiment de la merde. Flash forward, des dizaines d'années plus tard, toute la science est en train de capoter. Tous les scientifiques dans le monde entier meurent dans d'étranges circonstances ou se suicident parce que toute la science sur laquelle ils ont bâti leur carrière ne tient plus la route. Et ils ne comprennent pas pourquoi. Et au milieu de tout ça, il y a un groupe de scientifiques, de jeunes scientifiques très sexy à Oxford qui, eux aussi, sont très déroutés par ça puisque leur prof / mentor / collègue se suicide. Et donc, ils essayent de comprendre pourquoi. Au même moment, il y a un enquêteur qui, lui, enquête sur tous ces meurtres et tout ça. Il comprend pas trop pourquoi. Au Lui, milieu il de tout comprend ça, un peu plus pourquoi. On comprend qu'il comprend, mais nous, on comprend pas trop pourquoi. voilà. Et lui, il appartient à une espèce d'organisation police-militaire d'intelligence. Voilà, on sait pas trop qui c'est, mais il travaille avec Davos de Game of Thrones, qui est son chef. Et au milieu de tout ça, les jeunes scientifiques décident de jouer à un jeu vidéo futuriste de réalité virtuelle qui, en fait, ils se rendent compte, leur permet de communiquer avec les aliens. Et on se rend compte que, donc, pour faire plus simple, ce que j'aurais dû dire dès le début, c'est que dans 400 ans, les aliens vont débarquer sur Terre et ils sont vénères. Ils veulent détruire la science sur Terre pour qu'au moment où ils arrivent, les humains soient pas capables de les combattre technologiquement parlant. Et donc, à la fin de la saison, il faut mettre au point un plan pour combattre les aliens dans 400 ans. La série s'appelle Le problème à 3 corps parce que, en fait, les aliens qui arrivent sont sur une planète qui a 3 soleils. Donc, il y a 3 astres. Et le problème à 3 corps, c'est un problème scientifique connu. C'est que quand il y a 3 astres, la façon dont ils gravitent ne peut pas être prédite. Alors que quand il y en a 2, quand il y a 2 soleils, par exemple, on peut prédire ça. Donc, en fait, ils sont sur une planète, je l'explique hyper mal parce que moi aussi j'ai fait elle. En fait, ils sont sur une planète qui est profondément instable. Donc, ils peuvent pas survivre comme ça. Et la seule solution pour eux, c'est d'aller sur une autre planète et d'envahir une autre planète. Et c'est ça que le jeu vidéo explique aussi, en fait. Oui, et leurs avancées technologiques sont régulièrement détruites par la destruction de leur planète à cause des 3 astres. Parce qu'il y a des aires chaotiques et des aires stables. C'est ça. Et à chaque fois qu'il y a une ère chaotique, en gros, tout le monde meurt, ou presque tout le monde meurt, et tout le progrès est détruit. Et évidemment, il y a un parallèle très fort qui est fait avec la révolution culturelle, qui a été une grande période de destruction. Après, moi, j'avais pas compris que tout leur progrès était détruit, parce que sinon, ils n'auraient plus aucun progrès. Parce que justement, ils peuvent se réhydrater et tout ça à chaque fois. Oui, mais c'est ce qu'elle dit, l'alien, à un moment, c'est qu'elle dit, en gros, on avance beaucoup plus lentement dans nos progrès. Vous êtes passé de l'industrialisation à la découverte d'Internet, etc., de plus en plus rapidement. Mais nous, à chaque fois qu'on fait un progrès technologique, il peut être détruit en 3 secondes. Et donc, avancer pour trouver le pouvoir nucléaire, par exemple, ça leur a pris beaucoup plus de temps que les humains qui, eux, sont dans une ère stable. Ce qui est intéressant, c'est que malgré ça, ils sont bien plus en avance que nous, parce que c'est une civilisation qui est bien plus parce ancienne. que c'est des aliens. Autre concept qui est très important, en fait, dans le problème à 3 corps, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi. À un moment, il y a une des personnages qui le mentionne. C'est un paradoxe qui a été théorisé par Enrico Fermi, un physicien italien qui a été prix Nobel de physique. Et lui, en fait, il se demande pourquoi l'humanité n'a pas trouvé pour l'instant de signes de civilisation extraterrestre, vu que le Soleil est plus jeune que beaucoup d'autres étoiles, qu'il y a d'autres systèmes planétaires où la vie devrait avoir prospéré, et que cette vie aurait dû laisser des traces visibles. Et donc, il se demande pourquoi ça n'est pas le cas et pourquoi, pour l'instant, on n'a pas eu d'interaction avec des vies extraterrestres. Et donc, il y a plein de réponses qui ont été théorisées pour répondre à ce paradoxe de Fermi. Et en fait, ce que fait Yu Sochin dans son livre, c'est de donner sa propre théorie, qui est en fait le nom, c'est le titre en fait du 2e tome, qui est La forêt sombre. C'est l'idée que le cosmos, c'est comme une forêt sombre où des extraterrestres rôdent armés et qu'ils se cachent jusqu'à attaquer d'autres civilisations. En fait, c'est que si on ne voit pas les extraterrestres, c'est parce que ils ne veulent pas être vus et parce que s'ils sont vus, c'est pour attaquer. Et qu'il y a nécessairement un rapport belligérant entre les civilisations. Donc c'est ce qui se passe avec ces aliens dans le problème à 3 corps, quoi. Même si là, pour l'instant, on les voit pas énormément, mais il y a un début d'agression, quoi.
Oui, bah ils disent carrément qu'ils y viennent pour nous Oui. mettre la misère, quoi. Mais c'est dans 400 ans, mais par contre, on les voit tuer certains personnages. Oui, c'est ça. Ils sont clairement dans une démarche qui est pas amicale. Non. Parce que, et vous savez pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas compris l'histoire du petit chaperon rouge. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça qui fait que tout le monde va être détruit par les aliens. Euh, Nous y reviendrons. T'as aimé la série, toi ? Oui, j'ai trouvé ça très agréable à binger, en fait, à regarder sur une durée assez courte. Je trouve qu'il y a des défauts dont on va sans doute reparler, mais en fait, c'est une des rares séries qui m'a donné envie de voir la suite à la fin de la saison 1 et où je sens qu'il y a le potentiel pour vraiment déployer un univers entier et déployer beaucoup de séquences d'action. C'est une série qui va vite et pourtant, on sent qu'il y a encore plein de choses à dire. Donc ça, je trouve ça bien. T'en as pensé quoi, toi ? Un peu la même chose, c'est-à-dire que j'ai adoré l'univers. Et j'ai beaucoup aimé, par exemple, les séquences de jeux vidéo, ce genre de choses. Enfin, j'aimais bien justement la façon dont ils ont bâti cet univers. Après, il y a des trucs d'écriture qui m'ont un peu saoulée. La caractérisation, en fait, des 5 d'Oxford m'a un peu... Je l'ai pas trouvée passionnante, mais par contre, je suis d'accord avec toi dans le sens où à la fin de la saison, j'avais vraiment envie de voir la suite. Et ouais, j'ai hâte de voir où ça va nous emmener, quoi. Ouais, en fait, on sent que l'univers commence vraiment à être exploité à la fin de la saison 1 et on se dit, ok, là, je vois vraiment où ça peut aller et c'est hyper excitant de voir toutes les possibilités de narration qu'il va y avoir par la suite. Mais bon, la série va pâtir aussi de la comparaison avec Game of Thrones, mais on n'est pas du tout dans un tel niveau de complexité ni de Finesse world d'écriture. building, ouais, ni de finesse d'écriture. Mais en me basant sur les 170 pages que j'ai lues du livre, on n'est aussi pas sur une même finesse d'écriture dans le livre, en fait. Je crois pas que ce soit le propos. Moi, ça m'a donné envie de lire le livre, honnêtement, mais je pense pas. Le propos du livre, c'est pas justement d'être plein d'esprit comme Game of Thrones. C'est vraiment un truc de science, un peu de comment résoudre tel problème, quoi. Oui, mais du coup, les personnages sont pas très caractérisés non plus dans le livre. En tout cas, de ce que j'ai vu, psychologiquement, c'est assez faible. Bah, justement, les personnages, on va en parler. Il y a eu des choix qui ont été faits par les créateurs de changer certains personnages, mais il y a un personnage qui n'a pas changé, qui est dans le livre aussi. C'est Ye Wenji. C'est l'un des rares personnages qui est dans les deux époques de la série. Donc, on la voit jeune, et quand elle est jeune, elle est jouée par Zinet Tsang. Et quand elle est plus âgée, elle est jouée par Rosalind Chao, qui avait joué dans Newport Beach, notamment, le rôle d'une médecin, et qui a joué aussi dans Star Trek. Et en fait, on découvre ce personnage donc jeune. C'est la première scène de la série, tu le disais. Ça s'ouvre au moment de la révolution culturelle. Et ça s'ouvre sur une séance de lutte qui est en fait une session d'humiliation publique où on prenait les intellectuels. En l'occurrence, là, c'est un scientifique. Donc, c'est le père de Yi qui a été trahi, on le comprend, par sa mère. Et qui est frappé par ses étudiants parce qu'il refuse de renoncer à ses connaissances et à son savoir scientifique. Et donc, il est frappé à mort par ses anciens étudiants. Donc, sa propre fille assiste à ça et c'est ça l'introduction qu'on a à ce personnage. Moi, je trouve que c'est peut-être le personnage qui est le mieux caractérisé, mais je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Je sais pas, honnêtement, je trouve que la plupart sont faiblement caractérisés et manque de profondeur et de complexité. Elle, forcément, on a beaucoup plus d'informations sur elle parce que, tu l'as dit, elle est visible à plusieurs périodes. C'est l'élément déclencheur du récit. Moi, j'étais un petit peu frustrée. Je trouve que ça va vite, vraiment. On a cette séquence d'ouverture qui est extrêmement brutale, mais qui passe très vite sur la révolution culturelle, justement. Ensuite, elle est envoyée dans un camp. Elle est maltraitée. Elle a perdu ses 2 parents, donc on comprend un peu son basculement et sa perte totale de foi en l'humanité. Elle est trahie 2 fois aussi par... à chaque fois qu'elle se rapproche d'un homme et qu'elle lui fait confiance, elle finit trahie par lui. Mais je trouve que tout ça va très vite. Moi, j'aurais aimé qu'on passe plus de temps avec elle, puisque là, je sais pas exactement ce qui va se passer par la suite, mais elle meurt aussi dans la saison 1, donc... Oui, je pense pas qu'on aura... je sais pas, mais j'imagine qu'on va pas avoir plus de temps, mais c'est vrai que il faut préciser, tu l'avais dit dans ton résumé, c'est elle qui, en fait, elle est intégrée à un programme, en fait, de communication avec l'espace, et ils arrivent à établir une communication avec les extraterrestres. Et en fait, l'extraterrestre l'alien qui lui écrit, lui dit écrivez plus, moi je suis sympa, mais mes potes ils le sont pas, donc ils vont venir vous détruire. Et elle a dit venez, en fait, on mérite pas d'exister, quoi. Ouais, elle dit venez nous conquérir. Et ça, je trouve cette séquence géniale. Pour moi, c'est une des meilleures séquences de la série, de la saison pour l'instant.
C'est très métal en fait. Ouais, j'allais dire, c'est hyper métal. C'est vraiment très très punk. J'aurais aimé que la série passe plus de temps avec elle parce que par exemple quand elle meurt, moi je ressens rien, je suis pas du tout triste de la voir partir de la série. Non, moi non plus. Et vraiment la plupart des personnages en fait on y est assez peu attaché et pour moi c'est quand même le truc qu'une série doit accomplir. Donc c'est vraiment dommage, mais cette scène là, elle est vraiment géniale et elle est précipitée par une scène juste avant où elle croise dans le camp de travail forcé la jeune femme qui a tué son père, qui était donc une étudiante qui appartenait aux gardes rouges. Et là, en fait, elle aussi a fini par être déportée. Elles ont un échange assez vif toutes les deux et l'étudiante finit par lui dire « Non, mais je me repentirai jamais et si c'était à refaire, je le referais ». Et c'est vraiment ça qui fait basculer Ye Wenjie où elle se dit même si cette étudiante qui a été trahie par sa propre cause ne regrette pas, on est perdu. On n'a plus aucun espoir de rédemption. Et ce moment-là, je l'ai trouvé génial. Et je trouve que c'est un des rares moments de la saison qui fait preuve de finesse, malheureusement. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est pour ça que pour moi, c'était le personnage où... En fait, c'est surtout quand elle est jeune où je comprends le mieux ses motivations et je comprends le mieux sa trajectoire, en fait. Et je trouve que c'est le plus intéressant au niveau du développement du personnage. Le problème, c'est plus quand elle est plus âgée, où là, pour le coup, je trouve qu'il y a des gros vides, comme tu dis, autour de sa mort, mais pas que. Par exemple, sa propre fille se suicide et on comprend que c'est dû à ses activités à elle. Et je trouve que ça, c'est pas du tout creusé. C'est-à-dire que c'est mentionné 2 ou 3 fois, mais de façon assez lacunaire. Alors que sa propre fille s'est donné la mort parce qu'elle avait découvert que sa mère avait lancé ça avec les aliens. Mais même ça, c'est un peu vague parce que tu te dis, elle a découvert ça et elle a tout de suite compris les tenants, les aboutissants de tout ça et sans en parler avec sa mère. C'est un peu étrange, je trouve. Elle semble vraiment sans cœur dans la deuxième partie du récit. Alors que dans la première, pas du tout, quoi. Ouais, et c'est d'autant plus dommage que comme la série a fait le choix d'avoir un casting international et de pas placer le récit juste en Chine, un des seuls personnages chinois de la série maintenant, c'est elle. Et elle est présentée comme sans cœur, totalement impassible, sans expression, sans émotion, et un peu comme une antagoniste. Et donc, c'est un peu dommage de charger la barque comme ça, alors que pour moi, il y avait beaucoup plus de choses à faire avec ce personnage-là. Les créateurs de la série ont fait le choix, tu le disais, en fait, de sortir l'action principale de Chine. Tous les personnages principaux étaient chinois. Là, les personnages principaux, à l'exception de Ye Wenjie, sont anglo-saxons, où il y a aussi une mexicaine, mais en tout cas, ils étudient à Oxford, en Angleterre, et la majeure partie de l'action se déroule au Royaume-Uni. Dans le livre aussi, c'était des personnages qui n'avaient pas de lien entre eux nécessairement ou de relation. Là, les créateurs ont choisi d'ajouter une dimension émotionnelle supplémentaire en faisant des amis qui se sont rencontrés à Oxford. Et donc, leur surnom, c'est les Oxford Five. Et donc, ils ont forcément non seulement une amitié qui les lie, mais aussi pour certains, des liens romantiques. Et tout ça, ça va être exploité dans la série. Ça, j'aime bien. Je suis contente qu'ils aient rajouté ça. C'est marrant parce que je me dis, c'est un peu ce qui me retient de lire le livre, c'est que s'ils interagissent pas dans le livre, je pense que ça va être frustrant pour moi parce que si c'est que de la science, au bout d'un moment, ça va, quoi. Mais je trouvais que justement, leur relation, parfois, j'en avais un peu rien à faire ou bien je trouvais que c'était un peu expédié ou que c'était un peu facile. En fait, ça a appuyé sur des ressorts de mélodrames qui sont un petit peu attendus. Je suis complètement d'accord, mais je pense qu'on en a besoin. Et en tout cas, moi, c'est ça qui m'a tenue aussi, c'était les liens entre certains des personnages. Et pour propulser le début du récit, je trouve que c'est bien aussi. Oui, carrément. C'est un choix qui était approuvé par l'auteur du livre, de ne pas en faire des personnages chinois, mais qui a été assez mal reçu en Chine, où la série n'est pas diffusée parce qu'elle est censurée. Il n'y a pas d'accès à Netflix, mais beaucoup de gens ont quand même réussi à y avoir accès grâce au VPN. Et sur Weibo ou d'autres plateformes chinoises, apparemment, la série a été beaucoup critiquée. Après, il y a aussi eu des commentaires plus laudatifs, mais c'est quand même une trilogie qui est très, très appréciée en Chine et qui surtout fait partie un peu du rayonnement culturel chinois de ces dernières années. Donc moi, je peux totalement comprendre le fait, si c'était un livre français, ça me saoulerait énormément. Et en plus, là, il y a un aspect qui est supplémentaire au niveau, c'est aussi des personnages racisés, quoi. Mais là, du coup, ce que tu disais, c'est que le seul personnage chinois vraiment qui reste, qui est pas d'origine chinoise, mais complètement chinois, c'est la méchante, quoi.
Ouais, alors qu'en plus, tous les héros sont des scientifiques et donc il y avait aussi une grande fierté par rapport à la trilogie littéraire de participer au rayonnement de la science chinoise et du brio scientifique chinois. Et là, effectivement, on se retrouve avec, alors ils sont pas tous blancs, mais tous les grands scientifiques de la série quasiment, à part Ye Wenjie qui est brillante aussi, ne sont pas chinois. C'est un petit peu dommage et je peux comprendre aussi l'agacement. Après, je serais très curieuse de savoir à quel point les livres vont loin dans les références à justement l'histoire communiste de Chine et à l'histoire politique de Chine, puisque on sait que la scène d'ouverture, qui est donc cette scène hyper violente pendant la révolution culturelle, dans le livre d'origine en Chine, elle a été placée au milieu du bouquin. L'éditeur lui a demandé de mettre la scène au milieu du livre pour qu'elle soit un petit peu enterrée et qu'elle passe la censure, et elle a effectivement passé la censure. Par contre, dans les traductions anglaises ou moi celles que j'ai lues en français, le livre s'ouvre là-dessus aussi. D'accord, ok. Et donc la série a fait le choix de rester fidèle à ça, et c'est vrai que c'est hyper fort de démarrer comme ça. Mais donc, je comprends que ça puisse choquer aussi un public chinois sur un événement qui est assez tu dans la culture chinoise actuelle, en fait, de ce que j'en sais. On va passer en revue les 5 d'Oxford. La première, c'est Augie Augustina Salazar, qui est jouée par Eiza González, qui est une actrice mexicaine, qui donc, elle, travaille sur une nanotechnologie. On comprend qu'elle est brillante. Ils sont tous brillants, mais elle est méga brillante. Elle crée des nanofibres. Exactement, qui vont être très importantes pour une scène clé de cette saison. Je pense que pour l'industrie de l'épilation, ça peut être très gros. Très dangereux aussi. Franchement, tu te loupes un tout petit peu, tu perds un membre. C'est clair. Plus de jambes, plus de poils, plus de problème. C'est vrai. Augie, t'as pensé quoi d'elle ? C'est une énorme erreur de casting. Exactement. Le personnage aurait pu être intéressant et d'ailleurs, c'est le protagoniste central dans le livre de ce que j'ai lu pour l'instant dans le premier et qui est un homme. Et Eiza González a plein de talent. Elle est super dans Ambulance. Mais je ne peux pas croire que quelqu'un qui a ce physique ait choisi d'aller étudier la science, en fait. Alors, non, mais il faut qu'on dise, parce que je suis d'accord avec toi, mais en même temps, quand j'ai dit ça, on m'a dit, tu peux pas dire ça, en fait, face à un micro, mais c'est juste, évidemment, qu'il y a des scientifiques qui sont magnifiques. Non, et puis vraiment, tu vas pas t'embêter, en fait. Enfin, juste, il y a une manière tellement plus facile de faire de l'argent. Oui, mais elle est pas là pour faire de l'argent, elle est passionnée par la science. Certes, mais en fait, je pense que C'est pas une très bonne actrice, moi, c'est ça. Non, voilà, c'est ça, parce qu'en vrai, effectivement, c'est très réducteur de dire qu'on ne peut pas être belle et intelligente, et c'est pas du tout ce qu'on cherche à dire. La preuve, nous sommes toutes les deux extrêmement belles et extrêmement intelligentes. Mais il y a des niveaux entre nous et cette actrice. Et aussi entre nous et des astrophysiciens. Exactement, voilà. C'est tout ce qu'on essaye de dire. Et chacun doit reconnaître sa place dans l'univers. Je crois que c'est d'ailleurs un des grands propos de cette trilogie. Mais le plus gros problème, c'est que c'est pas une actrice qui possède, je pense, la finesse d'interprétation qu'on exige d'elle dans certaines séquences. C'est-à-dire qu'elle a une grosse partie de l'intrigue repose sur ses épaules et un des tournants de l'intrigue repose sur elle. Elle a toute une séquence à partir de l'épisode 5 où son intrigue est très similaire à celle de Oppenheimer de Christopher Nolan. C'est-à-dire que la technologie brillante sur laquelle elle a travaillé, à des fins purement scientifiques, est utilisée pour tuer des gens. Et elle a un énorme problème moral avec ça, ça la détruit de l'intérieur. Et en fait, cette actrice-là, je pense, n'arrive pas. En fait, elle a très peu de temps pour nous faire capter vraiment le poids moral absolument écrasant de tout ça. Et Cillian Murphy, là, elle l'a pas. C'est une actrice qui a eu recours à énormément de chirurgie esthétique, ce qui est totalement son droit et elle est magnifique. Mais du coup, ça se voit aussi au niveau de son jeu. C'est-à-dire qu'on voit aussi qu'il y a une partie de son visage qui est figée, en fait. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas passer beaucoup d'émotions dans son visage. Il y a quelque chose d'assez surréel et d'assez plastique dans son apparence qui fait que, pour moi, ça fonctionne pas. Et c'est ça aussi qui me sort du truc par rapport à son personnage, quoi. Les grands moments d'émotion de la série qu'elle devrait porter tombent un petit peu à plat et c'est dommage. Au final, c'est pas du tout lié à sa beauté, c'est vraiment lié à ses capacités d'actrice et encore une fois, il y a des films dans lesquels elle est excellente, vraiment, c'est juste que là, je pense que c'était une petite erreur de casting et c'est un petit peu dommage. Moi, j'aurais bien vu, tu vois, par exemple, la meuf qui joue dans Conversation entre amis, qui joue la jeune qui tombe amoureuse de Joe Alwyn, tu vois, qui a un côté un peu genre, elle est très belle, mais elle est aussi très torturée et elle a... En fait, on peut lire beaucoup de choses alors qu'elle a un rôle très introspectif, très discret. Je l'aurais totalement vue dans un rôle comme ça, tu vois. Oui, c'est vrai.
On a un autre personnage qui s'appelle Jin Cheng, qui est la meilleure amie en fait d'Oggy, qui est jouée par Jess Hong et qui devient un des personnages vraiment principaux au fil de la saison, à prendre de plus en plus d'importance. Elle est néo-zélandaise. Elle, pour le coup, je l'adore. Ouais, moi aussi, je la trouve excellente. Ouais, je trouve que l'actrice est vraiment super. Et en plus, je la connaissais pas. Et j'adore aussi quand les séries me permettent de découvrir des nouveaux visages. Elle est très magnétique. Elle porte très bien les moments d'émotion de la série. On s'identifie aussi assez facilement à elle. Je l'adore. Ouais, moi aussi. C'est vraiment la raison pour laquelle je suis rentrée dans la série et pour laquelle j'ai envie de continuer à la regarder. C'est elle et Giovanna Depo. On a ensuite Will Downing, qui est joué par Alex Sharp. Il était dans How to Talk to Girls at Parties de John Cameron Mitchell. Et donc, toi, tu l'aimes pas trop? En fait, j'aime pas trop son personnage. Je trouve que l'acteur est bon, mais son personnage m'a un peu saoulée. Enfin, parce que bon, c'est tout le principe de ce personnage, c'est qu'il est un peu mou. Il est mourant aussi. Pardon. Quoi? Oui, il a un cancer. J'ai mangé du clown avant de venir, désolée. C'est vrai. Il est aussi mourant. Poète. Mais en plus, il est passif dans tout, en fait, dans sa relation, dans sa carrière. Et c'est vrai qu'en plus, il a une trajectoire qui est la trajectoire la plus tragique de la saison. C'est-à-dire qu'il a un cancer, il le découvre dès le début de la saison. Et après, il va un peu se sacrifier plus ou moins, même s'il sait qu'il va mourir, pour être envoyé comme sorte de messager, en tout cas son cerveau atrophié, comme messager aux aliens. Avec du popcorn, c'est ça? Ouais, c'est ça. Avec des épices. Ouais. Parce qu'il aime la nourriture épicée. En fait, les scènes avec lui avaient tendance à me crisper un petit peu. C'est-à-dire que j'en avais un peu rien à faire de son histoire. Moi, j'ai bien aimé parce que ça me parle beaucoup, le fait qu'il ait une maladie incurable et que... En tant qu'hypocondriaque, tu veux dire? Non, mais en fait, c'est un ressort classique, mais que j'aime beaucoup. Et là, en plus, un personnage qui apprend il lui reste très peu de temps à vivre et il n'a pas du tout la même temporalité que le reste des gens dans l'histoire qui, eux, doivent se projeter dans une guerre qui va avoir lieu dans 400 ans. C'est-à-dire que eux, leur vie n'est pas du tout impactée, mais l'avenir de la planète le sera. Et donc, ils doivent choisir, en fait, s'ils s'en fichent ou pas. Et lui, il lui reste 2 mois à vivre. Donc, ça, j'aime bien ce paradoxe-là. Et honnêtement, j'aime beaucoup son histoire avec Jin, puisque donc, il est secrètement amoureux de Jin. J'ai bien aimé ça parce que c'était un des rares enjeux romantiques et émotionnels de la série, puisqu'il y a beaucoup de personnages qui n'ont pas un lien hyper fort entre eux. Et eux, c'est les seuls où, en fait, il y a un enjeu. On se demande, est-ce que ça va se faire ou pas? Est-ce qu'il va enfin lui faire sa déclaration ou pas? Et le fait qu'il soit mourant rajoute de la tension à tout ça. Donc, j'avoue que moi, j'étais assez investie. Alors, c'est marrant parce que normalement, c'est moi là qui suis sensible aux arcs romantiques et tout ça. Mais alors, vraiment, vraiment pas, quoi. Enfin, mais je m'en fichais de leur histoire et ça m'énervait qu'on passe du temps dessus. Oh. Surtout, en fait, j'avais envie qu'on passe plus de temps sur un autre personnage dont on va parler tout de suite, qui est joué par Giovanna Depo. Et c'est le personnage de Sol Durand, qui est assez effacé pendant une grosse partie de cette saison, alors que c'est le meilleur acteur et l'acteur le plus charismatique avec un autre de tout ce casting. Oui, mais je pense que son rôle va être bien plus important par la suite. Et enfin, on se dit, il est là pour une raison quand même, parce que c'est un acteur assez remarqué. Il était dans The Leftovers, dans Watchmen et dans Sorry for Your Loss, dans laquelle on avait un énorme crush toutes les deux sur son personnage. Et c'est comme ça qu'on l'avait vraiment découvert. C'est vrai qu'il fait pas grand-chose à part fumer des joints pendant une grosse partie de la saison, mais quand on comprend son rôle pour la suite, c'est là que ça devient vraiment excitant. Ouais, c'est ça. Moi, c'est pour ça que j'avais envie de voir la suite, quoi. Et c'est un acteur qui est tellement charismatique, pour le coup, qui est très, très, très bien casté. T'as vraiment envie de le suivre. Ouais, même dans les scènes où il fait rien, et c'est une grosse partie de la saison, on a envie de regarder que lui. Et ensuite, il y a Jack Rooney, qui est joué par John Bradley, qui était Sam dans Game of Thrones, qui a toujours été un personnage que j'aime pas, désolé, aux fans. Je n'aime pas trop cet acteur non plus, donc là, je l'ai pas trop aimé non plus. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, après, il est écrit comme ça. Je pense qu'ils ont pris beaucoup de plaisir à l'écrire, ou en tout cas donner ce rôle-là à cet acteur-là, alors qu'il avait un côté très effacé, très humble. Oui, très sympathique. Voilà, dans Game of Thrones. Et là, c'est un petit peu le kéké de service. Il est devenu super riche en inventant des chips. Et sa marque s'appelle Jack Snacks. Et donc, c'est vraiment le flambeur qui a tous les derniers gadgets à la mode, qui est un petit peu insupportable dans sa manière de gérer son argent, qui fait des blagues graveleuses en permanence. Et donc, il y a un contraste avec l'image qu'on se fait de cet acteur qui, à mon avis, a été très plaisant pour les créateurs de la série et pour lui à jouer. Après, Dieu merci, il meurt assez vite. Oui, c'est ça. Et je pense que c'était aussi voulu. C'est-à-dire qu'ils nous ont refait une toute petite Ned Stark, mais à bien moindre mesure. C'est qu'ils ont quand même pris un des acteurs les plus reconnaissables du casting
casting parmi les 5, surtout pour les anciens fans de Game of Thrones. C'est-à-dire que quand on voit qu'il a été sélectionné dans la série des nouveaux créateurs de Game of Thrones, on se dit qu'il va être le héros, parce que forcément, il y a un lien un peu entre eux, quoi. Et en fait, le fait qu'il meure aussi tôt, du coup, est surprenant. Donc moi, je me suis dit qu'ils avaient été malins là-dessus, quoi. Moi, je pense qu'il faut pas exclure le fait qu'ils reviennent parce qu'il y a tellement un jeu sur la réalité virtuelle et le fait de faire revenir des gens, tu vois, qui sont déshydratés, machin, que je pense qu'on pourrait totalement avoir un hologramme de ce mec à un moment. S'ils ont envie de se faire plaisir avec l'acteur, tu vois, qui reviennent, c'est possible. C'est pas le seul acteur de Game of Thrones qu'on retrouve. C'était même un petit jeu assez sympa en regardant la série, honnêtement. Il y a surtout Liam Cunningham qui joue Thomas Wade, qui est le chef en fait de cette espèce d'organisation. On sait pas trop ce que c'est. C'est une sorte de MI6, mais pas vraiment, d'organisation secrète qui est là pour lutter en fait contre les aliens et qui en fait au début mène l'enquête et après organise plus un combat contre les aliens au niveau même international. Bon, c'est Davos, quoi. C'est mon préféré. De la série ? Ouais, mais c'est mon préféré de tout, en fait. C'était mon préféré de Game of Thrones. Enfin, j'adore Davos et j'adore cet acteur. Ah, c'est marrant, moi, c'est vraiment pas mon préféré, son personnage. C'est un des plus marrants. Enfin, en fait, le duo de flics, s'ils sont pas là, pour moi, la série, elle tient pas du tout. C'est eux qui amènent le plus de vivacité, d'humour, d'énergie dans la série, qui casse un petit peu le ton mélodramatique dont tu parlais. Et lui, en fait, c'est marrant parce que, par exemple, le personnage Doggy, après qu'on l'a forcé à utiliser sa technologie pour tuer plein de gens, elle est dégoûtée par ce personnage. Elle dit que c'est un monstre, que c'est un nazi. Et en fait, moi, j'étais là, mais on n'a pas vu la même personne, quoi. Ah, moi non plus, il a l'air sympa. Ouais, et en fait, il est très pragmatique et il est prêt, effectivement, à sacrifier énormément de monde pour sa cause, qui est la défense. Plein d'enfants, quand même. Oui, son objectif, c'est la défense de la planète. Et il a un côté zéro bullshit qui est très agréable, surtout dans une série où il y a plein de scientifiques et lui, en fait, et l'autre flic arrêtent pas de rappeler qu'ils sont moins intelligents que tous les gens avec qui ils collaborent, mais ils sont là, par contre, pour exécuter et pour diriger un petit peu tout ce beau monde. Et je trouve qu'il le fait très bien. Ouais, alors après, moi, je l'ai trouvé du coup un petit peu cliché et unidimensionnel. Justement, dans ce côté un peu genre no bullshit, très pragmatique et tout ça, j'avais un peu du mal à y croire en fait. Et c'est marrant parce que je trouvais, alors que j'adore cet acteur, il était aussi dans Le Vent se lève. Moi, je trouve que c'est un acteur excellent. Et en fait, là, je l'ai pas trouvé si bon que ça. Parce que je trouvais justement que ça jouait pas assez sur... je pense que ça va devenir beaucoup plus intéressant par la suite parce qu'en fait, la dernière scène, c'est avec lui. Ou l'avant-dernière scène, il est attaqué par le Sophon alors qu'il est en plein vol. Le Sophon qui est l'envoyé, en fait, qui est un ordinateur... la technologie... C'est une grosse boule. C'est une grosse boule à la base, qui est en fait un proton, qui est un méga ordinateur qui recouvre toute la planète, blablabla. Et qui permet aux aliens de tout voir et tout entendre, de tout ce qui se passe sur Terre tout le temps, et donc leur donne évidemment un temps d'avance sur toutes les tentatives de les contrer. Exactement. Et donc là, ils viennent le prendre pour cible, lui, et lui dire qu'ils vont le hanter jusqu'à la fin de ses jours et qu'il va pas avoir une seconde de répit. Et il a l'air terrifié. Là, je me suis dit, ça y est, Davos va enfin pouvoir être dedans, quoi. Ouais, pour moi, le problème, je suis d'accord avec toi, c'est un excellent acteur et pour moi, ça souligne vraiment la faiblesse d'écriture de la série. Oui, c'est ça. Et vraiment, j'étais pas surprise. C'est pour ça que j'ai voulu creuser un petit peu plus le livre. Et en fait, je trouve que ça manque vraiment de profondeur psychologique. Et ça se ressent totalement dans les personnages de la série. En fait, ils n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. L'action, du coup, elle est géniale parce qu'on avance très vite, que ça brasse plein de concepts qui sont très riches, très intéressants. Mais à la fin de la série, ou en tout cas à la fin de la saison, il y a très peu de personnages auxquels je suis attachée, à part ces 3-4-là qu'on vient de mentionner, enfin Jean, Sol, Wade, donc le personnage joué par Cunningham, et le détective principal. Oui, alors le détective principal qui est joué par Benedict Wong, qui jouait entre autres dans Doctor Strange, qui est un excellent acteur, qui exude de charisme. Et moi, franchement, je pense que c'est mon personnage préféré de toute la série, c'est ce détective, parce que justement, il a un côté, ce que tu disais aussi sur le personnage de Wade, c'est-à-dire qu'il a un côté no bullshit, en même temps assez attendrissant. C'est un vieux de la vieille détective qui essaie d'enquêter, qui est intelligent, mais qui est pas scientifique comme les autres personnages. C'est un peu notre alter ego en fait dans cet univers, c'est-à-dire que c'est lui qui explore un peu tout, qui enquête. Moi, je l'ai beaucoup aimé, quoi. Mais il est vraiment génial et lui, il a justement un des rares moments de la série où on lui donne un petit peu
quelque chose à se mettre sous la dent, c'est des scènes avec son fils, où on en apprend beaucoup plus sur lui, sur sa psychologie, et où l'acteur peut enfin nous donner autre chose que des réparties un petit peu saillantes, parce que ça, il le fait beaucoup et il le fait très bien. Mais il a un aspect très sombre. Enfin, d'ailleurs, c'est lui qui découvre les meurtres de scientifiques au début, et on pense à Seven, dans le côté policier hanté par son propre job. Et puis il y a un côté film noir, il est tout le temps en train de fumer ses cigarettes et tout ça. Ouais. Et en même temps, voilà, a souvent commenté sur le fait qu'il n'est pas aussi intelligent que tous les gens qui l'entourent, qu'il a été un petit peu, en fait, passé de placard en placard dans sa carrière et qu'il s'est retrouvé là parce que c'est tout ce qui lui reste, en fait. C'est sa seule opportunité, ou c'est comme ça qu'on nous le présente à un moment. Ouais, moi, j'ai pas compris que c'était des placards. J'ai compris qu'il avait pris des risques et qu'il s'était fait virer à cause de ça, quoi. Oui, voilà. Mais qu'en gros, il a beaucoup été réprimandé dans sa carrière ou essuyé beaucoup d'échecs qui ont fait qu'il a atterri là, dans ce poste. Il fait son métier un petit peu à contre-cœur. Une des choses pour lesquelles j'ai le plus hâte pour la suite, c'est son duo qui va former, on le comprend, avec Sol, puisqu'il est chargé en fait de la sécurité de Sol à la fin. Donc ce qu'on lui dit carrément, c'est qu'il va être inséparable de lui. Et ils ont un très bon duo tous les deux, parce qu'ils sont tous les deux un peu passifs, mais pas de la même façon. Donc c'est assez marrant de les voir interagir, quoi. Ouais, et puis très charmant, très charismatique. C'est deux des meilleurs acteurs de la série. Donc clairement, c'est eux qui tiennent le truc. Ouais. Hein. On parlait des acteurs qui étaient dans Game of Thrones. Liam Cunningham et John Bradley ne sont pas les seuls. Il y a aussi Jonathan Pryce, qui jouait le petit moineau, ou le grand moineau, qui joue ici Mike Evans, qui est aussi un mec obsédé par les oiseaux. Je sais pas si c'est un clin d'œil. Ouais. Mais en fait, Mike Evans, on le rencontre. Qui est toujours aussi sinistre. Hein. Ah, moi, je le trouve un peu touchant par moment. Mais enfin, bon, on va y revenir. Quand il est jeune, en fait, il est en Chine. C'est là qu'il rencontre Ye Wenjie. Et il se lie d'amitié assez rapidement. Il se lie pas vraiment d'amitié, mais ils ont un moment de connexion. Ils vont se retrouver plus tard et en fait, elle va le convertir à la cause des aliens et donc on le retrouve âgé sous les traits de Jonathan Pryce et il est le leader, avec elle qui est plus dans l'ombre, mais il est le leader de la secte qui est pro-alien et qui en fait œuvre pour leur arrivée, quoi, pour tuer tous les scientifiques. Et donc il communique dans sa petite radio avec une entité alien. Et il lui lit des contes. Et en fait, là, il y a un parallèle très évident qui est fait avec l'intelligence artificielle, puisqu'on comprend que cette entité alien apprend de plus en plus à travers ses conversations avec le personnage de Jonathan Pryce, jusqu'au moment où il lui lit Le Petit Chaperon Rouge et où l'alien est très choqué de découvrir que le loup a menti sur ses intentions. Et donc là, découvre le concept de mensonge et dit c'est inadmissible. Enfin, on peut pas faire confiance à quelqu'un qui ment. Et donc, si les êtres humains sont une race qui ment, en fait, on n'est plus amis avec vous et on va vous combattre. Well, it's a story. You know, the wolf, the grandmother, the Little Red Riding Hood, none of them exist. We need to consider this. My lord. A liar is someone whose words are false. A liar cannot be trusted. My lord. My lord? We are afraid of you. Et c'est un peu ça le déclencheur aussi du truc, puisqu'il comptait venir plus ou moins en paix, ou en tout cas avec une entente avec ce groupe-là. Et maintenant, ce groupe-là se retrouve isolé des aliens. Ouais, c'est ça. Moi, j'y crois moyen aux aliens quand ils disent ça. C'est-à-dire que moi, je pense que comme ils peuvent tout voir, ils avaient vu les mensonges déjà. Il faut pas me faire croire. C'est ça, en fait, faut arrêter. Enfin, je pense qu'ils sont à un niveau de développement quand même suffisant pour comprendre les métaphores. C'est ça. Et du coup, je pense que c'est juste la bonne excuse parce qu'ils ont plus besoin de ce groupe et qu'ils veulent juste les éliminer, quoi. Moi, j'en ai repéré 2 autres. Peut-être que t'en as repéré d'autres, je sais pas. Pas du tout. J'en ai repéré. J'avais même pas repéré cela. Ah, c'est vrai ? Non. Il y a Mark Gatiss qui jouait un petit personnage de Tycho Nestoris. C'était un personnage de Bravos. Il portait beaucoup de mascara, du coup. Ouais, je crois, dans mon souvenir. Je sais plus exactement. Si vous le reconnaissez, en fait, il joue Isaac Newton dans les simulations, dans le jeu vidéo. Et il y a surtout Conleth Hill qui jouait Varys et qui là apparaît juste dans une petite scène aussi dans le jeu vidéo, qui joue le pape en fait, qui demande de trouver la solution du problème à 3 corps en même temps, parce qu'à chaque fois c'est des énigmes qu'ils doivent résoudre. Et d'ailleurs en fait dans le générique vous verrez le nom de Nina Gold au casting, c'est la casteuse la plus respectée et connue au Royaume-Uni et c'était la directrice de casting de Game of Thrones. Est-ce que tu as retrouvé d'autres ingrédients de Game of Thrones dans la série ? Pas les bons. C'est juste que je trouve que le rythme est parfois assez expédié et ça me rappelle les dernières saisons de Game of Thrones.
Je trouve aussi que la musique est assez décevante, alors que c'est Ramin Djawadi qui l'a composée aussi. Et donc là, forcément, Game of Thrones, il y a une construction de l'univers qui est tellement claire dès le départ, et le générique a beaucoup contribué à ça. Et là, en fait, je trouve qu'on y est moins. Donc, c'est les génériques à la Netflix aussi, où ils ne laissent pas avoir un vrai générique maintenant. C'est ça. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qui viennent de Netflix. Désolée. On va nous couper nos abonnements. Mais non, en fait, c'est un problème qu'on voit de plus en plus fréquemment. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de standardisation esthétique dans beaucoup de séries Netflix. Je trouve qu'il y en a de moins en moins qui arrivent à créer une vraie identité visuelle. À part peut-être Ripley qu'on a vu récemment, ou les séries de Ryan Murphy, ou Unbelievable. Je trouve que c'est une des dernières qui avait une identité visuelle hyper forte. Mais là, je trouve que c'est plat visuellement. Même la séquence d'ouverture avec la révolution culturelle, c'est vraiment très... Ouais, c'est académique. Ouais, c'est ça, très académique, très schématique. La photo, c'est vraiment, on dirait qu'ils ont juste appliqué le même filtre d'étalonnage que sur toutes les autres séries Netflix qu'on a vues ces dernières années. Et donc, je trouve que pour une série comme ça, on a envie que l'univers soit bâti de manière beaucoup plus spécifique. Et là, ça me manque un petit peu. Et donc, c'est vrai que non, je repère les éléments de Game of Thrones grâce au casting et à certains éléments d'écriture, notamment dans l'humour. Parfois, il y a des petits trucs qui ressortent. Ah, moi, justement, je trouvais qu'il n'y en avait vraiment pas assez. Mais il n'y en a pas assez, non, c'est ça. Il y en a très peu. Il y a beaucoup de maladresse dans l'écriture. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on sent que ça dépend aussi vraiment des bouquins. Parce que là, en lisant... Alors, c'était la traduction française, mais j'ai aussi lu la traduction française de Game of Thrones. Et la finesse d'écriture, c'est pas du tout la même. Et en fait, on sentait dans Game of Thrones, et on l'a vu quand ils ont commencé à s'éloigner des livres, que en fait, la beauté des dialogues venait de ce que George Martin avait fait. Et là, en fait, je pense qu'ils n'ont pas un matériel d'origine qui leur permette d'avoir ça, et eux-mêmes sont pas très bons dialoguistes. Ouais, ça fuse pas, ça décolle jamais vraiment dans les dialogues. Je trouve que c'est vraiment dommage. Ouais, mais je suis totalement d'accord. Pour moi, en fait, c'est vraiment ça. J'ai retrouvé les défauts des dernières saisons de Game of Thrones. C'est-à-dire que dès qu'ils se sont éloignés, parce qu'ils n'avaient plus l'œuvre de base de George Martin pour les inspirer au niveau de l'écriture, vraiment... Du coup, ils avaient que la trame générale qu'il leur avait donnée. Et ils expédiaient tout. En fait, ils allaient beaucoup trop vite dans l'action. Et à l'époque, je pensais que c'est parce qu'ils voulaient se débarrasser le plus vite de cette série. Et en fait, en voyant cette série, je me dis non, c'est juste parce qu'ils ne savent pas prendre le temps. Ouais, parce qu'il y a tellement de matériel riche à exploiter. On se dit qu'ils auraient pu faire 12 épisodes avec ce qu'ils font en 8. L'histoire va aller beaucoup, beaucoup plus loin. Donc forcément, ils veulent aussi établir ça le plus vite possible, peut-être pour arriver à d'autres niveaux. Mais il y a plein de moments où j'ai trouvé ça très, très bizarre. Il y a même des scènes, en fait, où je trouvais que c'était expéditif, mais à l'extrême. C'est-à-dire qu'il y a une scène, par exemple, où Will est mourant. Sa sœur arrive avec son beau-frère. Et là, c'est oui, c'est vrai, c'est catastrophique. Incroyable cette scène. C'est-à-dire qu'elle s'assied, on comprend qu'ils n'ont pas une relation très proche, et il y a un échange lunaire, mais qui n'est pas du tout crédible, en fait. Même dans les familles les plus distantes et les plus en conflit, c'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'elle commence à lui étaler tous ces griefs qu'elle a contre lui pour qu'on comprenne bien qu'elle a des griefs. Et elle finit par dire « Mais je suis quand même ta sœur, donc tu vas me donner ton héritage ». Et t'es là, mais en fait, aucun être humain normalement constitué, et même des êtres humains qui sont possédés par des aliens, c'est même pas son cas, mais ne se comporteraient comme ça. C'est vraiment... En fait, on sent qu'à ce moment-là, ils se sont dit, ce serait quand même bien, parce qu'on se demande quand même s'il a de la famille, on va expédier ça en ayant sa sœur qui vient, et on va vraiment montrer que, vraiment, il a rien de ce côté, et que c'est vraiment ses amis, sa famille, quoi. Ouais, et ça, c'est l'écriture, hein. C'est vraiment l'écriture totalement. qui pêche... Visuellement, moi aussi, je trouve que, au-delà du fait que il y a cette palette très Netflix, il y a aussi des moments où je trouve qu'ils auraient dû trouver une autre solution. Par exemple, quand ils sortent un singe en CGI là pour faire leurs expériences, c'est vraiment, on sent que ils pouvaient pas faire mieux, mais ça nous sort totalement de l'intrigue. Les effets spéciaux sont pas très bons. Pour tout le côté jeu vidéo, on peut accepter les visuels un peu gadgets parce que c'est dans un jeu vidéo, mais il y a quand même quelque chose de... un peu kitsch. Et pour moi, c'était peut-être le plus gros problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas réussi à unifier tous les différents univers et les différents tons et les différentes histoires de ce récit. C'est-à-dire qu'on a un côté jeu vidéo et on a l'impression de regarder une série totalement différente de quand, justement, on a Benedict Wong qui est dans son Seven, lui, en train d'enquêter sur des meurtres hyper violents. Et c'est encore autre chose que quand on a de la science-fiction vraiment pure et dure.
Et je trouve qu'ils n'arrivent pas à unifier tout ça. Et c'est pareil avec les personnages. En fait, les personnages de flics, pour moi, ils appartiennent pas au même univers que Augie, qui sort d'un magazine de mode. Augie, tu sais qui elle me rappelle ? Charlize Theron dans le film de Sean Penn. Oui. Je suis totalement d'accord avec toi, avec le côté ton au niveau visuel et tout ça, mais vraiment, il y a le truc, ce que tu disais au niveau du rythme, parce que, par exemple, il y a un moment où, en fait, toute la planète apprend d'un coup que, en fait, on va tous être envahis. Donc, déjà, là, j'ai envie qu'ils explorent beaucoup plus les différentes réactions, qu'on passe un peu plus de temps à processer le choc que ça peut être, qu'on voit un peu politiquement ce que ça veut dire, les dynamiques, et puis surtout, à un moment, ils rassemblent des scientifiques dans une salle pour un brainstorm géant sur comment on va les combattre, quoi. Et là, c'est un brainstorm expéditif, c'est-à-dire ça fait la même durée que nous quand on faisait des brainstorms à BuzzFeed pour trouver les posts qu'on allait publier pendant l'été, tu vois. Et en fait, là, j'avais envie, limite, moi, j'aurais aimé qu'il y ait tout un épisode, limite un épisode capsule où tu n'es que dans ce brainstorm et où tu as les plus grands esprits qui commencent à théoriser des trucs et enfin prendre un peu des risques par rapport à ça, justement, où je trouve que ça aurait pu être brillant et hyper intéressant et soulever des trucs vraiment assez passionnants. Et ils passent complètement à côté de ça parce que je pense qu'ils font pas assez confiance aussi dans le téléspectateur et dans sa patience, en fait. Dans le fait qu'on peut prendre le temps un peu sur des trucs qui peuvent être un peu plus secs. Et par exemple, sur la science ou sur des choses comme ça, il y a vraiment des moments où, du coup, pour moi, j'étais assez incrédule devant parce que je me disais, ah ouais, d'un coup, bon, ben ça y est, on va mettre des bombes atomiques le long du truc. Enfin, c'est expliqué tellement vite. C'est pas fait non plus avec le talent, par exemple, de For All Mankind qui va super vite, mais qui prend le temps, justement, au bon moment de nous montrer aussi le développement des rapports entre les personnages et comment une histoire d'amour ou juste une dispute à un niveau micro peut avoir un impact macro sur justement ce qui va se passer dans l'espace, tout ça. Cette série-là le fait très bien. Là, ils y arrivent pas trop. Et moi, je trouve aussi que, en fait, on n'a jamais l'impression qu'on est dans un vrai monde avec plein d'autres gens que juste les 12 protagonistes qu'on a. Pendant toute la première partie, avant qu'il y ait le bateau qui est zigouillé, je trouvais que c'était vraiment bizarre qu'il n'y ait aucun intérêt pour tout l'aspect géopolitique de ça. Je me disais quand même, il y a eu une fusillade à Londres. Ils se sont tous retrouvés. Il y a plein de gens qui ont été butés quand même par le MI6 secret. Il n'y a aucun retentissement nulle part, aucune conséquence, on n'en parle jamais. Plus tard, il y a un peu plus de clips des médias, de ce qui se passe. Mais globalement, ouais, c'est ce que tu disais. Le monde entier subit une espèce de cyberattaque où on leur dit « vous êtes des insectes, vous allez tous mourir ». Le monde entier apprend que des aliens viennent pour les exterminer. T'as envie de voir les retentissements. Enfin, nous, on a vu juste ce que le Covid a pu créer en fait de dégâts psychologiques à long terme. Et là, en fait, juste tout le monde accepte ça comme une lettre à la poste. Il n'y a pas encore énormément de questionnements, à part un ou deux personnages. Voilà, on voit un peu, mais de façon très distante. En fait, on voit qu'ils mettent ça en fond pour en parler. Après, c'est pas forcément le propos de la série, j'imagine, mais c'est juste que je trouve ça dommage, en fait, parce que j'aurais même pas envie qu'ils rendent ça central, mais j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de ça parce que ça rendrait la série plus palpable, en fait, et plus réelle. C'est ça. En fait, pour moi, ça participe à la construction. Et dans Game of Thrones, je crois que c'est vraiment ce qui a été prouvé dans l'amour de tous les téléspectateurs pour cette série, c'était le fait qu'il y avait plein de petites histoires. On ne savait pas forcément où elles allaient au départ, mais elles étaient intéressantes en soi. Et ensuite, elles allaient toutes converger vers quelque chose de beaucoup plus grand. Et on se disait, ah, mais c'était pour ça qu'on avait des monologues de Varys 8 épisodes plus tôt. Et il y avait une espèce de satisfaction à comprendre comment toutes les pièces de l'échiquier avaient été déplacées très lentement pour nous faire arriver à quelque chose d'absolument spectaculaire. Et là, il y a le matériel pour faire ça dans cette série. Ouais. Ils le réussissent qu'à moitié. Pour moi, c'est le plus réussi dans le final, où justement on comprend que là, ils sont en train d'aligner les pions et qu'on y va, quoi. Et dans l'épisode 5, que je trouve très réussi aussi, enfin juste la séquence du bateau. Après, moi, je pense que c'est peut-être un truc de fan d'horreur aussi, mais je trouve que, pour le coup, là, la mise en scène, c'est le seul moment de la série où je me souviens vraiment visuellement de plein de choses. La construction du suspense, où on comprend pas, en fait, pendant très longtemps, ils sont en train de bâtir ces espèces de fils invisibles de nanofibres qui vont découper le bateau. Pour resituer, en fait, la secte qui est pro-alien est sur un bateau, c'est-à-dire qu'ils vivent tous sur un bateau où ils émettent et ils communiquent avec les aliens depuis là. Et ils vont passer le canal de Panama, en fait. Et c'est une occasion pour ce service secret de les attaquer et de les détruire. Sauf que sur le bateau, en plus de Jonathan Pryce et de ses disciples, il y a aussi beaucoup d'enfants, qui sont les enfants qui ont été recueillis ou qui sont les enfants des gens qui y travaillent, qui sont des futurs disciples, quoi. Et donc, oui, ils mettent en place ce système, le système qu'Augie a développé pour couper en deux complètement le
bateau et Enfin, tous ces coupé même en 12. Oui, en plein de morceaux. Ouais, Quoi. vraiment, il zigouille. C'est vraiment ça, je pense, le jargon technique. Le bateau, comme et un tous gigot. ses habitants, quoi. Ouais. Ouais. Et en fait, la manière dont c'est construit très progressivement, où nous-mêmes, on ne sait pas en tant que spectateur à quoi a servi la technologie Doggy, parce qu'en plus, les nanofibres, enfin, moi, ça m'évoquait rien, donc Moi non plus. je voyais pas exactement ce que ça allait faire. Et on comprend qu'ils sont en train d'être découpés par un truc invisible qui avance très progressivement le long du bateau. Là, la mise en scène, je trouve qu'elle est vraiment réussie. Il y a le moment où on voit les cartables qui sont découpés, Ouais. où on voit de petites affiches en papier faites justement pour l'école qui sont découpées et ça avance très lentement. Là, la menace est extrêmement bien faite. Est-ce qu'il y avait besoin de découper ce bateau et ses milliers d'habitants en 12 pour trouver un petit disque dur sans savoir si le disque dur lui-même allait être découpé ? Non, clairement, cette séquence n'a aucun sens en fait. Enfin, vraiment aucun sens. Mais elle est tellement stylée. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était le moment le plus stylé de la série où jusque-là, je me disais bon, ok, pourquoi pas. Et là, j'étais waouh, ok. Parce que c'est hyper bien exécuté. Ouais, puis il y a une idée, on l'a pas vu avant, quoi. Donc ça fonctionne très très bien et c'est un des moments les plus spectaculaires et ça m'a rappelé un peu justement les épisodes de bataille de Game of Thrones où ça commence plutôt calmement et puis à un moment tu te dis oh putain en fait je suis en train de regarder une autre série. C'était beaucoup de conversations et là d'un coup on est sur une séquence d'action qui est extrêmement réussie. Ça je trouve que c'est bien fait mais j'espère qu'il y en aura plus. Alors moi, il y a un truc qui me tracasse un peu. On le voit avec le réchauffement climatique à l'heure actuelle. Les gens ne sont pas du tout motivés pour faire quoi que ce soit contre une menace qui est bien réelle et qui nous impacte maintenant. Et là, ils disent qu'ils vont arriver dans 400 ans. Bon, ils commencent déjà à agir, mais j'ai du mal à croire qu'en fait, tout le monde, tous les États du monde arriveraient à s'accorder pour, par exemple, lancer un programme de l'ONU. Je pense que dans le livre, en fait, tous les États du monde s'accordent peut-être pas, hein, mais c'est un peu l'impression qu'on a dans la série, là. Et aussi que tout le monde serait motivé pour les détruire. Moi, je pense qu'il y a plein de gens qui seraient là, bon, c'est dans 400 ans. Comme est d'ailleurs Sol à un moment, il le dit, quoi. Moi, tu sais pourquoi j'y crois ? Parce que justement, ça leur donne une excuse pour pas s'occuper du réchauffement climatique. Ils disent, putain, encore un autre truc qui est vraiment, tout le monde s'en fout. Les aliens vont nous attaquer dans 400 ans, mais alors, si on peut éviter de taxer les grandes entreprises, enfin, tu vois, sur leur bilan carbone, continuons à le faire. Donc, moi, ça m'étonne pas du tout. Mais en fait, ce que je trouve génial, c'est que c'est un grand défi narratif. Parce que justement, c'est comment nous, en tant que téléspectateurs, on doit se préoccuper d'un truc qui va pas arriver au personnage qu'on est en train de regarder, mais qui va se produire 400 ans plus tard. Donc ça, je trouve que c'est excitant d'un point de vue d'écriture. Je me dis comment ils vont réussir à rendre ça palpitant. Bon, je suis sûre qu'il va y avoir... qu'on va aller loin dans la série et je pense que c'est très bien. Mais vu que l'écriture était un peu décevante dans la saison 1 sur la caractérisation et la psychologie, mais sur l'action, je trouve qu'il se débrouille plutôt bien. J'ai hâte de voir ce que ça va devenir par la suite parce que pour moi, c'est ça le défi. C'est genre, ok, ça va se passer dans 400 ans, pourquoi on devrait s'en préoccuper maintenant ? Le seul truc qu'on peut voir, nous, c'est les avancées scientifiques qu'ils vont essayer de mettre en place. Et le truc le plus excitant, c'est ce qui arrive à Sol dans le final, où en fait, il est désigné, lui et 2 autres personnes, par l'ONU pour être un wall-facer, donc quelqu'un qui doit élaborer tout seul dans sa tête un plan pour combattre les aliens, parce que le seul truc que les aliens ne peuvent pas faire, c'est lire dans les pensées des terriens. We face an enemy far more powerful than we are. An enemy that thinks we are bugs. An enemy that watches our every move. So, how can we win? How do we keep secrets from an adversary who sees everything? Who is watching us right now? Ah, but I was mistaken when I spoke before. Humanity still has secrets. The Sophons have vast power, but they are not all-powerful. They cannot read our minds. This is the basis of what we call the Wall-Facer Project. On ne peut pas les prendre par surprise, sauf s'il y a quelqu'un qui, tout seul dans sa tête, élabore un plan et qu'il ne révélera qu'à la dernière minute. Et donc, il y a 3 personnes qui sont chargées de ça, dont Sol. Et on lui dit qu'en gros, à moins de commettre un crime, il a le droit de faire ce qu'il veut. Il a carte blanche. Et ça, c'est juste génial pour l'écriture d'un personnage parce que ça veut dire qu'il peut se comporter de manière totalement incohérente par rapport au personnage qu'on connaît. Et ce sera accepté par le téléspectateur. Donc, les scénaristes peuvent vraiment s'en donner à cœur joie. Et en plus, il a les pleins pouvoirs. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça parce que là, pareil, en termes de narration, je trouve que c'est génial. Et j'aime beaucoup le fait qu'aussi, on ne comprenne pas pourquoi c'est lui qui a été sélectionné. Ouais, après, moi, je comprends. C'est parce que c'est Giovanna Depo, quoi. Oui, certes. Mais enfin, pour le personnage en lui-même, bref.
C'était PIC TV. Merci Anaïs. Merci Marie. Et merci à vous les Pickies de nous écouter toutes les semaines plus nombreux. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Fallout, une série qui est diffusée sur Amazon Prime. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, Amis, dans lequel on se fait mutuellement découvrir certaines de nos œuvres préférées. À la semaine prochaine! PIC TV est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast, direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez.